Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. À 8h47 sur Sud Radio, c'est l'heure de nos grands débats du matin avec nos éditorialistes Françoise Degois, Elisabeth Lévy et vos appels bien sûr au 0800 26 300 300 avec cette question qu'on vous pose sur Twitter. Vous le savez, il y a 2 ans débuté le premier confinement. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, votre situation professionnelle, vie privée? 40% de nos éditeurs, ça n'a pas trop bougé depuis 7h du matin. C'est surtout la priorité, leur priorité dans la vie, la fameuse quête de sens, avec notamment ce message de Jean qui nous écrit: ça m'a conforté dans mon opposition à la mondialisation, à tout va. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages, et vous pouvez continuer de dialoguer en fait sur les réseaux sociaux avec nous, avec également nos éditorialistes ce matin, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, dans un instant Éric Revel, et puis le docteur Gérald Kierzek qui est avec nous. Bonjour Gérald Kierzek. Bonjour. En duplex, médecin urgentiste à Paris, parce que vous êtes vous travaillez aussi. Il faut pas quand même, bien sûr. Il y a des je sors de garde. Vous sortez des gardes. Je sais que vous travaillez la nuit bien souvent. Directeur médical de Doctissimo, et vous êtes chroniqueur médical dans le groupe TF1 LCI. Vous vous êtes beaucoup exprimé avec une voix différente de beaucoup de médecins pendant la crise du Covid. Et vous publiez aujourd'hui cette semaine ce livre. C'est pour ça que je voulais vous avoir, Votre santé dans le monde d'après. Parce qu'il y a des nouveaux mots, des nouveaux réflexes à avoir pour votre santé. C'est ça, Gérald ? Il faut que cette crise, elle serve à quelque chose. On a tous entendu effectivement des mots autour de virus, épidémiologie, R0, immunité, mais il y a aussi des mots de prévention. Il ne faudrait pas oublier que si on veut tourner la page de ce Covid, il y a quand même des leçons à en tirer, parce que sinon, le prochain Covid ou la prochaine épidémie, ça va recommencer avec une espèce d'hystérisation. Alors, vous avez la gentillesse de dire que j'ai une voix un peu différente des médecins de plateau, mais pas forcément des médecins qui soignent, et des médecins qui, partout sur le territoire, ont pris en charge leurs patients. Et je crois que j'ai évité un écueil qui était de céder à la peur finalement. Et donc l'objectif de ce bouquin, c'est de pouvoir que tout un chacun puisse en tirer un certain nombre de leçons pour sa santé individuelle, et puis collectivement aussi, parce qu'on sait bien qu'il y a 2 crises derrière ce Covid. C'est pas le Covid qui a malheureusement, c'est un virus parmi d'autres, mais il y a 2 crises. Il y a la crise structurelle du système de santé, et derrière les mots, il faut qu'on comprenne qu'on manque de lits, on manque de moyens dans les hôpitaux, on a un problème de gouvernance dans le système de santé, et puis il y a une crise de la prévention. Et on voit bien qu'aux États-Unis, par exemple, ça a été beaucoup plus une hécatombe parce qu'il y a énormément d'obésité, qu'en Afrique, il ne s'est pas passé grand-chose, mais la même crise dans 15 ans, ça changerait complètement la donne, et donc il faut qu'on en tire les leçons individuellement et collectivement. Oui, est-ce qu'on n'a pas exagéré avec la peur, avec l'angoisse, quoi ? Ça a été en permanence une mystérisation et une gestion complètement anxiogène. Mais qui venait des médecins qui sont plutôt là habituellement pour nous rassurer quand même, pour nous donner en fait des conseils. Et là, on avait le sentiment en fait inverse, quoi, non ? Qui venait du politique, qui venait des médecins, qui venait des médias, qui venait de tout le monde. C'est-à-dire que dans cette crise, il n'y a pas eu de nuance. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'être rassuriste ou d'être alarmiste. Et c'était binaire, c'était blanc ou noir, le bien, le mal, les pro-vax, les anti-vax. L'idée, c'était d'avoir une voix raisonnée, raisonnable. Ce que votre médecin fait en consultation, et ce que tous les confrères ou les consoeurs de France et de Navarre ont fait finalement quand ils avaient des patients. Alors, sauf au tout début, parce que ça a été un peu compliqué quand on disait rentrer chez vous avec du paracétamol, etc. Mais très rapidement, on a vite compris qu'il fallait traiter les gens rapidement, les dépister. Alors après, il y a une surreprésentation sur les plateaux télé ou dans les médias, surreprésentation qui a été très néfaste, parce que les médecins qui ont joué sur la peur, moi je pense qu'il faut tourner cette page-là et qu'il faut qu'on arrive maintenant à avoir un discours raisonnable, toutes et tous. Ça a influencé le média et ça a influencé le politique, et donc probablement des décisions qui ont été des décisions extrêmes aussi. Question d'Elisabeth Lévy pour vous. Oui, 2 questions en fait. La première, c'est Martin Blachier dit en gros dans son livre que l'État a été pris en otage par des médecins, et qu'on a vu arriver un pouvoir médical qui effectivement voulait enfermer tout le monde parce que c'était la preuve de son pouvoir. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que j'entends dire que la valeur suprême, le gouvernement l'a dit aussi, que la valeur suprême de notre société, c'est la santé. Pour moi, la valeur suprême, c'est la liberté, et que et est-ce que c'est pas inquiétant, si vous voulez, une société qui pense que, je veux dire, la santé doit passer avant tout, y compris avant la liberté?
Ça ne doit pas passer avant la liberté, la santé, mais la santé c'est important et c'est un droit. J'ai pas dit que c'était pas important. C'est constitutionnel, mais moi j'aimerais surtout qu'on en tire les leçons. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des grandes phrases, des grandes déclarations dans la santé, c'est plus important que tout, etc. Donner les moyens à la santé. On est dans une campagne présidentielle. Actuellement, c'est en train de passer complètement à la trappe. Alors c'est un vrai sujet de cohésion sociale. On parlait, et votre débat juste avant était sur des sujets où on voit bien que c'est très clivant. C'est des sujets qui ne réunissent pas tout le monde. La santé, ça réunit tout le monde. Alors je dis pas que c'est et le pouvoir des médecins. Mais en tout cas, ça réunit tout le monde. Alors, le pouvoir des médecins, bien sûr, il y a eu à un moment donné une influence de médecins de plateau ou de médecins de cours, puisqu'il y a vraiment les deux, c'était parfois les mêmes. Et ces médecins-là ont influencé le politique. Alors, il y en a un qui ne s'est pas tant laissé influencer que ça, c'est Macron. C'est-à-dire qu'autant le gouvernement, je pense, a été influencé ou influençable, autant Macron, en janvier 2021, je vous rappelle qu'il était un peu contre tous en disant on garde le cap et on ne ferme pas. Alors après, il a changé de pied pour des raisons tactiques, parce que pour des raisons électoralistes, il a mis en place ce pass sanitaire et ce pass vaccinal pour protéger probablement un électorat de premier tour. Mais enfin, il a compris globalement que c'était une épidémie qui tuait à 0,07%. C'est ça le taux de mortalité. On a fermé un pays pour une épidémie avec finalement un taux de mortalité plutôt comparable à d'autres épidémies. Les ministres ne décident pas sans l'aval du président. Hein. Pardon, ça s'appelle avoir deux fers au feu. Oui, mais je vais défendre la liberté à la télé et je vous mets les masques et je vous enferme. Si vous voulez, c'est aussi Macron qui est responsable. C'est un peu facile. Ça s'appelle de la politique. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, la situation, Gérald Kierzek, quelle est-elle véritablement? Parce que, il n'y a plus de port de masque, sauf dans des endroits comme les hôpitaux, etc. Ou de toute manière, en règle générale, on devrait les porter dans les hôpitaux, pour ne pas importer de virus ou quoi que ce soit. Oui, non, mais ça c'est vrai. Mais quelle est la situation? Parce qu'on parle aussi d'un rebond de l'épidémie. Non, on parle en rebond de cas de contamination. C'est pas des gens malades. On sait bien que depuis des mois, c'est Omicron. Il se passe pas grand-chose. Quand vous regardez partout ailleurs sur la planète, oui, il y a des rebonds. La Chine, c'est complètement différent. Ils confinent pour des raisons, là aussi, probablement plus de politique que sanitaire. Omicron est plutôt un virus bénin. C'est une maladie des gens fragiles. Il faut protéger les gens fragiles. Et l'erreur qu'on a faite, l'erreur et le changement de logiciel qu'il faut faire, c'est que en mars 2020, on s'est dit, c'est un virus terrible. Il faut absolument protéger toute la population, ça va frapper tout le monde, et qu'au bout de 3-4 mois, on a compris que c'était une maladie qui touchait les plus fragiles. Et donc l'erreur logicielle, c'est de dire on continue à faire des mesures généralisées. Non, il faut faire des mesures personnalisées. Ça touche les plus fragiles, on protège les plus fragiles. Et ça concerne aussi bien des mesures de protection type masque, type mesures barrières, mais c'est aussi la vaccination. On a à un moment donné fait une vaccination massive. Le pass vaccinal a été en décalage total avec la réalité épidémique. Depuis des mois, on voit bien que le niveau d'hospitalisation et de gravité est plus que faible. Là, il y a moins de 2000 malades en soins critiques, par exemple. Donc ces mesures-là, et la question se poserait de la 4e dose pour tous, je crois que la réponse, elle est assez claire sur le plan scientifique. La réponse, elle est non. On protège en revanche avec un vaccin les gens les plus fragiles. Merci beaucoup, Gérald Kierzek. Et je rappelle votre livre, Votre santé dans le monde d'après, c'est aux éditions du Rocher. Les nouveaux mots, nouveaux réflexes pour votre santé. Moi, j'ai appris effectivement plein de choses. J'aurais du mal évidemment à tout prononcer comme nasopharyngé, par exemple. Oui, nasopharyngé. Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, non, mais tout ce que c'est le nasopharyngé. Oui. Mais non, mais on ne prononçait pas. On sait ce qu'est une protéine spike. Merci, Gérald Kierzek. Et comment on appelle le machin justement avec lequel on fait des trucs comme l'instrument, l'écouvillon. Les couvillons. Oui, non, mais c'est vrai. On a été super bons. Franchement, merci. Allez, notamment épidémiologiste. Vous savez qu'un épidémiologiste n'est pas un spécialiste des épidémies. Les épidémiologistes se sont transformés en experts de l'Ukraine maintenant. Vous avez remarqué. Bon, allez, dans un instant, les grands débats du matin. Vous parliez aussi. Merci, Gérald Kierzek, d'avoir été avec nous. Vous évoquiez tout à l'heure Elisabeth Lévy, Martin Blachier. D'ailleurs, il sera l'invité d'André Berkoff tout à l'heure à la mi-journée à 12h30. Dans un instant, les grands débats. On va revenir aussi. Et Revel en campagne. Revel en campagne, sur ce plan annoncé hier, sur la conférence de presse attendue d'Emmanuel Macron, sur la Corse. Beaucoup de sujets sur la table. Voilà, vous nous appelez au 0800 26 300 300 Sud Radio, il est 8h56. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Avant de
retrouver les grands débats du matin. À noter qu'à partir de 9h30 dans La Vérité en face, on va en parler du grand déclassement social. Beaucoup de Français se sont paupérisés avec notamment 2 invités, 2 très beaux ouvrages. Un bol de coquillettes et puis voilà, ou comment vivre avec une retraite de 877 € par mois. C'est l'histoire de Bernadette chez Flammarion, voilà, qui est retraitée et qui nous raconte comment elle vit son témoignage quotidien. Témoignage de Bernadette qui nous raconte, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a tout payé, c'est-à-dire son loyer, elle est dans un logement social, ensuite ses assurances, etc., bien il lui reste 15 € pour vivre. D'où effectivement ce titre, un bol de coquillettes, et elle raconte sa vie et sa difficulté en fait du moment. Elle sera avec nous tout à l'heure. Et puis Jean-Baptiste Forêt, alors là c'est un livre enquête au cœur du grand déclassement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région de Sochaux-Montbéliard? Dans la région de Sochaux-Montbéliard, eh bien tout tournait autour de Peugeot, grande entreprise. Évidemment, ça a beaucoup fermé. Il y a eu Alstom en fait à côté. Et puis après, progressivement, c'est ce fameux grand déclassement pour une partie de la population. D'abord, en fait, les gens qui travaillaient en fait à l'usine là-bas, mais ce n'est pas que les ouvriers, les employés. Ensuite, ça a touché en fait aussi les cols blancs. C'est ce qu'il raconte. Et c'est une formidable enquête. Il sera avec nous tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. D'ailleurs, vous pouvez nous dire vous aussi si vous vous sentez déclassé ou pas et répondre à notre question, toujours sur Twitter en cette journée de grève et de manif. Quelles sont pour vous les priorités? Pour l'instant, à 72%, pour vous, c'est le coût de la vie. Mais tout de suite à 9h06, Éric Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Bonjour. Alors Éric, on vous entend un peu faiblement, on va remonter un petit peu le son. Alors le plan de résilience qui a été présenté par Jean Castex doit aider beaucoup de secteurs et d'entreprises à amortir l'envolée du coût de l'énergie depuis la guerre en Ukraine, notamment. Oui, alors c'est plus un plan ciblé d'ailleurs qu'un plan massif pour aider les secteurs industriels qui sont des gros consommateurs d'énergie, comme la chimie, le transport, l'acier, le BTP, à faire face, vous l'avez dit Patrick, à l'envolée évidemment du prix des énergies. Mais c'est aussi ce plan une aide ciblée pour des secteurs où il y a beaucoup de PME, comme les routiers, les agriculteurs, les pêcheurs qui vont voir par exemple le gazole de leur bateau baisser de 35 centimes, les agriculteurs qui vont voir le coût de la nourriture de leurs bêtes, vrai sujet, compensé par un fonds de 400 millions d'euros, partie prenante de ce plan Castex, et souvent des métiers, des PME qui se mobilisent, vous l'avez vu, et qui sont autour des stocks de carburant et qui empêchent parfois la distribution. Donc il y avait urgence évidemment à dégainer ce plan résilience pour Jean Castex. Oui, alors au-delà du soutien aux entreprises, qu'est-ce que vise Jean Castex avec ce plan massif d'aide ? Vous avez raison, c'est à mon avis la question qui est derrière, au-delà des aides et de la façon de les financer. Très clairement, il s'agit d'essayer de stopper l'inflation, qui devient dans notre pays, comme dans bien d'autres, un problème vraiment récurrent, un problème quasi majeur. Parce que jusqu'à présent, je vous le rappelle, l'inflation post-Covid était due à la reprise économique mondiale et au décalage entre l'offre de matières premières et la demande très forte. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'inflation est d'une autre nature. L'explosion du prix de l'énergie se répercute en réalité directement et fortement sur les coûts de production de nos entreprises. Les aides du plan Castex visent en fait à tenter de briser ce lien entre hausse des prix de l'énergie et hausse des coûts de production qui vont se répercuter, sinon, jusqu'aux et y compris, jusqu'aux consommateurs. N'oublions jamais, quand même, que l'inflation n'est ni bonne pour notre épargne, ni pour le pouvoir d'achat dont vous parliez il y a un instant. Oui, les entreprises parfois qui subissent la double peine, c'est-à-dire il y a le prix des matières premières et marché en Ukraine ou en Russie. Oui, on les oublie, mais je regardais, il y a 2000 PME françaises quand même, 2000 PME françaises qui subissent des pressions très fortes sur leurs marges et qui commercent, en plus, avec la Russie et l'Ukraine. Alors c'est la double peine, la double lame, le double handicap pour ces 2000 entreprises, alors que dans le plan Castex, il y a de nouvelles conditions aussi pour étendre le fameux prêt garanti d'État. Vous savez, le PGE. Le gouvernement prend donc très au sérieux la situation aussi de ces 2000 entreprises et de leurs milliers d'emplois quand même. Alors on a quand même, il faut terminer là-dessus, se dire qu'on a la chance d'appartenir à un État qui met sur la table, même en s'endettant très fortement, qui met sur la table les moyens financiers pour financer justement ces amortisseurs sociaux en période de crise. Parce que je voudrais terminer en pensant quand même, et on n'en est pas là nous, heureusement, à ces dizaines de pays qui, avec la guerre en Ukraine, ne savent plus où acheter par exemple du blé pour nourrir des populations qui sont souvent très pauvres.
Françoise de Gois, vous vouliez réagir. Est-ce que, évidemment, cette crise qui est quand même très prégnante et qui touche beaucoup de secteurs, est-ce qu'elle va pouvoir avoir une influence, par exemple, sur la campagne électorale en cours là ? Je crois vraiment. Je disais à Éric Revel, j'ai été frappé des papiers que je lis sur des usines en Espagne, mais il l'a certainement vu, qui sont aujourd'hui obligées de fermer, de mettre les salariés en chômage technique parce qu'elles ne peuvent plus payer la facture d'énergie. Elles ne peuvent plus payer la facture d'électricité. Donc là, c'est un résultat, un impact concret. Je pense, moi, je le redis, bon, je l'ai dit ce matin, je pense que Emmanuel Macron a tort de voir une forme de réélection automatique. Il va se passer beaucoup de choses en 25 jours. On a 25 jours et je crois que la question du pouvoir d'achat avec le litre de gasoil qui bondit, mais pas simplement, avec des ouvriers qui sont touchés. Je crois que Jacob Delafont, dans l'Est de la France, également a été obligé de cesser sa production à cause du prix de l'énergie. Voilà. Et problème probablement d'alimentation, et puis ces images qui nous frappent, qui vont venir de pays qui sont proches de nous, parce que le prix de la baguette va s'envoler. Moi, il n'y a pas si longtemps, il y avait les émeutes de la faim en Égypte, vous vous en souvenez, parce qu'il y avait toute la spéculation sur le blé, avec des récoltes qui étaient vendues 6, 7, 8 fois par des spéculateurs, mais quand la récolte est bonne, ça passe, quand elle n'est pas bonne, eh bien ça passe pas. Donc moi je crois que oui, vraiment, cette question du pouvoir d'achat qui était déjà le cœur de la campagne avant que la guerre en Ukraine n'éclate, eh bien elle va jaillir. Je le redis, 25 jours c'est très long, Emmanuel Macron a tort de se laisser bercer par l'ivresse. Moi je m'en moque parce que je voterai pas pour lui, comme chacun le sait, mais non, mais je veux dire par là que ces stratèges ont tort de lui laisser faire une campagne aussi paresseuse. Oui, écoutez, moi je me demande plutôt pourquoi ça fait quand même un moment là que le prix de l'électricité, de l'essence, je veux dire que le prix à la pompe a explosé, que les gens le voient. Ça avait monté, ça avait rebaissé, et puis là c'est surtout depuis 15 jours. Quoi, hein. Oui, ça fait 15 jours. Oui, 15 jours, 3 semaines. Or, si vous voulez, pendant ces 15 jours, Emmanuel Macron n'a cessé de monter dans les sondages. Si vous voyez bien qu'il n'a pas chuté, il n'a pas chu en tous les cas dans les sondages. Donc, moi j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, que on risque d'avoir effectivement de continuer avec cette campagne à tonnes où ça ne se ressentira pas parce que les gens sont un peu comme tétanisés ou ailleurs, mais qu'en revanche, ça va être la grande affaire du quinquennat. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on rase gratis, ils vont donner des aides, etc. Si vous voulez, mais le lendemain de l'élection, l'argent magique disparaît. Je veux dire aussi. Ce n'est pas fait encore, même si les sondages donnent, etc. Non, mais il faut être prudent par rapport à ça. Parce que le lendemain de l'élection, quoi qu'il arrive, là, il n'y aura plus d'argent magique. Il y a le quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. Voilà. Non, vraiment, bien sûr. Éric Revel, parce que c'est vrai que la note va être quand même salée, en fait. Là, il annonce, grosso modo, c'est ce que disait Retailleau hier, 40 milliards d'euros de promesses au total, quoi, depuis quelques semaines, et là, avec les mesures aujourd'hui. Ouais, je crois que plus personne n'est capable de dire combien les plans de relance, les chèques inflation, les chèques essence coûtent à l'État. Je crois que plus personne n'est capable de le dire en réalité. Mais je voudrais quand même être honnête. C'est-à-dire que l'économie française qui avait redressé la tête après sa grande récession de 2020, si elle n'était pas accompagnée de plans financiers, appelez-le le quoi qu'il en coûte, le plan Castex résilience, on serait aussi que ne dirait-on pas, vous voyez. On a quand même la chance, je le disais tout à l'heure, on a quand même la chance d'être dans un État qui est très endetté, qui continue de s'endetter avec les questions que ça pose pour la suite. Je suis d'accord, ça pose des questions pour la suite et pour le lendemain du second tour de cette élection présidentielle, mais on a quand même la chance à chaque fois qu'on est face à une très forte crise d'avoir des amortisseurs sociaux dans ce pays qui sont parfois dénoncés et qui sont très souvent utiles. Souvenez-vous de la crise des subprimes en 2007-2008, là aussi les amortisseurs sociaux ont fonctionné à plein. Donc bien sûr, tout ça a un coût, l'État-providence a un coût, je suis d'accord. Et souvent, moi-même, je m'inquiète du niveau d'endettement de l'État. Mais il faut quand même reconnaître qu'on est quand même dans un pays où on préfère vivre avec les aides dont on dispose, même si l'État s'endette, que dans des pays beaucoup plus en difficulté. Vous voyez, par exemple, François citait l'Espagne avec ses entreprises qui mettent la clé sous le paillasson. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un système de prêt garanti
garantie d'État en Espagne comme ça fonctionne en France. Vous voyez, en tout cas, en Italie, il existe le prêt garanti d'État. Oui, bien sûr. Non, bien parce sûr, que l'État-providence. Éric, je dis ça, pardon, mais je sais que ça n'est pas votre fait. Mais d'abord, c'est pas l'argent d'Emmanuel Macron. Non, mais je veux dire, voilà, c'est l'argent de l'État, c'est notre argent en gros. C'est l'argent des Français, des impôts. Et ces décisions politiques-là, j'ai toujours salué le fait que la France les prend, mais la France n'est pas le seul pays à les avoir prises. Les pays qui pratiquent l'État-providence, c'est même carrément la caractéristique même de notre vieille Europe. Il y en a beaucoup. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne. Donc voilà, vous avez raison de dire que nous avons la chance, mais c'est un fait politique, ce colbertisme injecté dans l'économie, et ça n'est pas que le seul fait de la France. Donc j'ai pas envie, vous savez, tout ça est très électoraliste. On décrète l'autonomie de la Corse à 3 semaines des élections, alors que ça fait 10 ans qu'on n'y arrive pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On donne 15 centimes avant, le pass sanitaire on l'enlève, on attend le 1er avril pour se libérer les Français à la pompe. Honnêtement, jamais un président n'a utilisé les deniers publics pour se faire réélire à ce point-là. Pardon, moi je ne supporte plus ça. Oui, et puis, François Hollande l'a fait aussi, attention, et j'avais gueulé autant à l'époque. Il y a un autre petit fait qui va devenir majeur, dont on parlait un peu hier, c'est sans doute, on va voir, c'est sans doute la décision de Nicolas Sarkozy de ne pas soutenir Valérie Pécresse, vous avez vu. Ah oui, alors là, vraiment, c'est la fin des haricots, si vous voulez, c'est la fin d'abord des LR, c'est la fin des LR. Valérie Pécresse, elle va terminer, on ne sait pas à quel niveau, parce que c'est quand même absolument incroyable. Alors certains diront que Sarko, s'il fait ça, s'il apporte son soutien à Emmanuel Macron, aura trahi sa famille politique, mais ça va être un champ de ruines derrière politique pour la droite républicaine. Moi, je suis aussi frappé, si vous voulez, par le fait que les sondages entraînent les ralliements. Là, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy qui fait un choix politique et qui règle un compte avec Valérie Pécresse, qui n'a pas assez parlé de lui. Mais je constate, si vous voulez, que d'un côté, vous avez le camp laïque qui est en train de donner un quitus à Emmanuel Macron, bien que sa politique, honnêtement, soit tout à fait critiquable sur le sujet. Vous avez le printemps républicain, quand même. La gauche républicaine, les donneurs de leçons de morale qui nous, à longueur de tweets, qui nous font des leçons de pureté et de morale, si vous voulez, et qui sont tous en train de chercher, ou dont plusieurs sont en train de chercher des circos. Si vous voulez, c'est assez dégoûtant. On assiste à un spectacle assez dégueulasse. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf sur le front politique. Et Elisabeth, et dans le même temps, malheureusement, le nouveau monde politique ressemble à l'ancien. Dans le même temps, comment vous jugez les campagnes d'Éric Zemmour et puis de Marine Le Pen là? Alors, juste, d'abord, avant de répondre, j'ajoute juste parce que... quand même. Non, mais je vais répondre, mais je voudrais juste finir ce que je disais avant. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Chevènement personnellement. J'ai fait sa campagne en 2002, mais qu'il n'ait rien dit hier. J'aurais dû le dire dans ma chronique, mais elle était déjà un peu longue. Sur la Corse. Qu'il n'ait rien dit hier sur la Corse au moment où on lâche le mot autonomie. Si vous voulez, je suis quand même un peu surprise. Alors, les campagnes, je réponds très vite à votre question. Évidemment, alors celle de Marine Le Pen est plus solide, je dirais, dans sa campagne, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a l'intelligence de quand il y a un sujet qui fâche, elle disparaît un peu, elle dit rien. Si vous voulez. Donc effectivement, elle a raison d'ailleurs, et je dois avouer que quand je la vois face aux médias, je l'ai pas vue hier soir, mais je l'ai vue plusieurs fois, je la trouve personnellement relativement solide. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a changé chez Marine Le Pen. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec vous. La campagne de Zemmour, c'est évidemment dans cette fin de campagne qu'on sent, si vous voulez, d'abord qu'ils n'ont pas une expérience énorme et que un revers comme a été l'Ukraine, comme a été évidemment, je veux dire, ils ont eu beaucoup de mal à enjamber l'obstacle. Marine Le Pen en a moins souffert. Alors comme Mélenchon d'ailleurs. Et Zemmour a plus de mal, quoi. Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour relancer sa campagne parce que certains disent que ça patine? Mais il peut plus la relancer, là. Si, non, ça c'est pas, je sais pas. Alors, elle nous dit que Macron peut perdre, mais que Zemmour peut pas relancer. Non, mais parce que c'est pas les mêmes. Non, mais parce que, pardonnez-moi. On verra ce que ça donne. S'il arrive dans les 20 000 personnes, ça va frapper les esprits. Moi, je crois que le Trocadéro, ça va être un voilà. Et Françoise, à gauche d'un mot. Mélenchon, évidemment. Mélenchon, il a passé la barre psychologique des 12%. La question de la gauche, c'est après, il y en a tout le reste, c'est vraiment de. Yannick Jadot, est-ce que vous pensez qu'il peut
la littérature. De la littérature, je cherchais. Mélenchon, soit il enclenche le vote utile, soit il l'enclenche pas. Lui aussi va essayer de frapper les esprits à Bastille. Je pense qu'il va mettre 20 ou 30 000 personnes dans la rue dimanche. Voilà, c'est pour ça que je dis que Zemmour, quand je dis il peut pas relancer, c'est très difficile quand les favoris sont rentrés comme ça, de remonter une pente. Il finira peut-être à 10, mais je sais pas. Au 0826 300 300. Pierre nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Pierre qui veut réagir. Bonjour, merci de me prendre. Alors moi je vous appelle parce que je m'étonne vraiment de votre absence de réaction sur les motivations de Nicolas Sarkozy à ne pas soutenir Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous interrogiez. Motivation judiciaire, vous dites. C'est judiciaire. Plutôt à soutenir Emmanuel Macron, vous voulez dire. Tout à fait. Donc quand même, voilà, il faut voir à qui profite le crime dans cette histoire. Et enfin, je veux dire, c'était cousu de fil blanc. Tous les gens qui étaient assez informés s'attendaient à ça. Et bien sûr, c'est un pont d'or offert à Macron qui n'est pas gratuit. C'est-à-dire, il y aura un retour d'ascenseur. Donc j'aimerais que Sud Radio le dise. Non, on l'a dit souvent. Franchement, on l'a dit souvent. Non, mais là, vous pouvez le dire. Là, c'était très gentil comme commentaire. Je veux dire. Voilà. Non, mais c'est vrai. Après, bon, c'est de la suspicion, donc on peut pas non plus. Non, mais on l'a souvent dit. Mais on l'a souvent dit. Ce qui d'ailleurs en dit long sur l'indépendance de la justice, c'est-à-dire que. Merci Elisabeth Lévy. C'est-à-dire que c'est quand même un peu embêtant. Et moi, je dois vous dire que je commence un peu à avoir peur de la justice de mon pays, parce que par ailleurs, dans les affaires Sarkozy, nous on a bien enquêté sur l'affaire libyenne. Excusez-moi, c'est un scandale. Il y a un scandale. Si vous voulez, on n'a toujours pas vu l'ombre d'un maravédiste de cet argent libyen, et on en est à 10 ans de procédure. Merci Elisabeth Lévy, Françoise de Goua, Éric Revel et vous, Pierre. Donc beaucoup d'autres auditeurs. Restez bien avec nous, parce que dans un instant, on va parler justement, on parlait du pouvoir d'achat, des difficultés financières. Eh bien, on va avoir deux témoignages et une enquête nous montrant cette réalité en fait dans un instant. Voilà, puis vous continuez à voter d'ailleurs sur Twitter, la question sur vos priorités. D'ailleurs, il n'y a pas que le coût de la vie qui inquiète nos auditeurs, il y a surtout les retraites aussi, donc on en parlera dans quelques instants. Sud Radio, il est 9h21.